Bonjour, nous sommes le 19, je dis des bêtises, est-ce qu'on est le 19 aujourd'hui? Non, on n'est pas le 19, on est le 20, le 22, demain c'est le 23, voilà. Oui, parce que demain j'ai rendez-vous chez le dentiste, donc j'ai un repère. Je suis un peu déphasé là, gros coup de fatigue cet après-midi. Il y a eu un changement de température brutal ce matin et ça caillait sa race. Et je parlais comme les jeunes. Et ça caillait vraiment, il faisait froid. Et puis, ça m'a un peu cassé ce froid parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi froid. Tu dis, mais bon. Et là, ce soir, il fait doux. Ça remonte, il fait 20 degrés. Donc, on va t'en comprendre quelque chose. Ce matin, on était peut-être à 10. Et d'un seul coup, tu te prends 10 degrés et t'es cassé, quoi, ça casse. En tous les cas, j'ai eu un moment de fatigue, mais cet après-midi, mais c'était impressionnant. En ce moment, je dors énormément. Je me couche assez tôt, je me réveille vers 8h, 8h30. Attends, qu'est-ce qui m'arrive? Je dors. C'est comme si je dépensais énormément d'énergie. Mais c'est pas physique, je vous assure que c'est pas physique. Là, je m'oblige à faire une marche parce que je me dis, oh là, tu vas t'empâter si tu dors comme ça, c'est pas bon pour la ligne. Mais c'est vrai que j'ai tendance en ce moment, à être, je sais pas, vraiment fatigué, comme si quelque chose de lourd, comme si j'avais un poids. Je sais pas de quel ordre c'est, je saurais pas comment dire. De quoi ça dépend, mais je sais que c'était ce sont certaines circonstances qui font que j'ai cette fatigue et je saurais pas dire pourquoi. D'où ce besoin de me retrouver, d'être seul, ouais, il y a ce besoin de me recharger parce que, et là, cette nature, ce chemin me recharge. Ça me fait du bien quand je reviens de cette promenade avec vous, ça me recharge les batteries. Parce que sinon, à la maison, des fois, voilà quoi, c'est too much. Il y a quelque chose qui manque de dynamisme, manque d'énergie. Et le matin, quand je me lève, c'est lourd, c'est dur de me réintégrer, de recommencer la journée. Oh, je mets mon 1 heure pour me remettre en route. Vous me direz, c'est peut-être l'âge, peut-être. Enfin, je sais pas. Ça m'a déjà fait ça, même quand j'étais plus jeune. Ça dépend des circonstances, ça dépend de ce que l'on vit, ça dépend de ce que l'on vit intérieurement et de ce que l'on vit aussi extérieurement. Ce que l'on vit dans la matière. Cette matière, elle est particulière, hein, cette dimension dans laquelle on est. Il faut dépenser beaucoup d'énergie. Et je m'aperçois que cette énergie, elle est sans arrêt, c'est presque, il faut des ressources à chaque fois pour déplacer, on a l'impression de déplacer des montagnes. En faisant des petites choses, tu as l'impression Ce matin, c'était un souci avec la mairie et les camions de poubelle. Alors il y a eu, soi-disant qu'ils ne peuvent plus passer parce qu'il y a un problème de je ne sais quoi. En réalité, bah oui, ils peuvent faire demi-tour maintenant.
Bon, c'est réglé. Parce qu'il dit qu'il peut faire demi-tour, mais il peut faire demi-tour. Mais il attend un mail de la... Enfin, une histoire de fou. Il attend un mail de la mairie pour qu'on lui confirme que ça a bien été nettoyé, alors ça l'est. Mais j'ai dit, bah, je vous emmène, vous allez voir. Ah non, non. Vous savez, c'est tout. Toute la mentalité est là dans cette France qui veut pas. C'est pas à moi de le faire. Il faut que j'attende le mec. Le mec, il est sur place. Il a qu'à monter voir s'il peut faire demi-tour. Il monte pas. C'est un détail, mais c'est usant. C'est usant parce que je lui ai proposé de l'emmener en voiture. Il y en a pour 2 secondes pour qu'il puisse voir si son camion, il peut faire demi-tour. Vous voyez, c'est un petit truc comme ça. Je me dis, mais ça peut être réglé tout de suite. Non, non, il faut respecter la procédure. Je vais pas me déranger. J'ai envoyé un mail. J'attends le mail de retour. Alors que physiquement, tu viens, tu vois, c'est fait. Et on est à la campagne, vous imaginez, et on se plaint que les administrations marchent pas et tout ça, mais déjà, quand tu vois sur le plan local, un tout petit truc comme ça, un petit incident, parce qu'il y a eu un dépôt de bois, le gars il peut pas faire demi-tour, donc il fait un mail à la mairie qui doit dégager le bois, ensuite il doit avoir un retour pour dire c'est fait, de façon à pouvoir monter son camion, alors qu'il y a une vérification tellement simple que je lui ai proposé de faire. Vous voyez, c'est ça ça me fatigue. C'est comme là, je devais avoir, je voulais avoir un artisan qu'on m'a conseillé. Je lui envoie un message, et je lui envoie un message oral, un message écrit. Il me rappelle pas, et tout est comme ça. Alors je me dis, waouh, attends, tu baisses les bras, parce que le moindre truc que tu veux faire, c'est fastidieux. Et c'est cette usure, ce monde est tellement, il y a une telle inertie chez tout le monde actuellement que toi-même, ça te tire vers le bas. Ça tire ton énergie parce que à chaque fois que tu prends une initiative, tu t'aperçois que c'est tout de suite une montagne pour tout, jusqu'au petit détail. Tout devient une montagne. Tu ne peux plus rien faire dans ce pays. Tout est en ce moment, il y a il y a déjà par nature, notre monde, notre dimension, il y a déjà une inertie très très forte. La plupart des gens dorment. Sommeil, il y a beaucoup de gens qui sont déjà une forme de repos continuel. Ça bouge pas, mais il y a aussi une inertie terrible. Cette matière, elle est très 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 particulière. C'est pour ça, il y a très peu de gens entreprendre. Pourquoi il y a très peu d'entrepreneurs? Pourquoi il y a très peu de gens qui innovent, qui prennent des initiatives? Parce que il faut des natures spéciales, des natures dynamiques spéciales. Il faut beaucoup de force pour bouger les choses dans cette matière. Et c'est plus confortable de suivre que d'entraîner les autres. C'est très dur d'entraîner. Quand vous prenez une initiative, c'est très très dur. Par contre, la masse suit. Vous voyez, elle suit comme ça. Elle a besoin pour se déplacer, il faut la tirer parce que il y a très peu de gens qui prennent des initiatives parce qu'à chaque fois que tu prends une initiative, tu as l'impression de devoir développer des forces énormes pour déplacer un peu les gens. C'est ça qu'on ressent dans cette société. Et donc, il y en a qui ont l'énergie. Et vous avez des gens, ils ont l'énergie, ils bougent des montagnes, tout ça, parce qu'ils sont plus légers. Ils ont une faculté dans cette dimension à se mouvoir plus facilement que les autres. Ça dépend de notre héritage, je dirais, génétique. Et en fonction de notre héritage génétique, bah, tu as des forces où tu n'en as pas trop pour bouger. Soit tu es dans une forme, tu vas passer ta vie dans une forme d'inertie, et toute ta vie, tu vas te déplacer avec difficulté. Tu vas être salarié déjà, fonctionnaire, tu feras un métier où il n'y a pas trop d'efforts à faire, trop d'innovation, trop d'inventivité, trop de créativité. Tu seras une forme de mouton qui suivra le berger, qui t'emmène là où il le veut. Mais tu suivras. Par quoi? Parce que tu n'as pas l'énergie. Pour être toi-même ce meneur ou ce berger qui conduit le troupeau, il te faut déployer une telle énergie. Surtout aujourd'hui, ça s'est tellement alourdi. C'est la caractéristique des temps dans lesquels on est. C'est qu'il y a une grosse lourdeur. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de manifs, il n'y a plus rien. Vous le voyez? Parce que pareil, dans les manifs, il faut bouger, il faut initier, il faut se bouger. Et là, les gens n'ont plus envie de bouger. Tout au moins, ils se déplacent, mais ils se déplacent, oui, ils se déplacent, mais ils ne bougent plus vraiment. Il y a
Ils se déplacent pas pour des causes, ils se mobilisent pas, ils réagissent pas, ils sont vite fatigués, vite le soir. Et pareil, hein, moi, je ressens ça aussi, cette fatigue. Et c'est vrai que je ressens ce poids constant mais parce que partout c'est comme ça, partout c'est compliqué, je dirais, c'est compliqué et c'est gluant. On est dans une sorte de glu, alors tu tires, pour marcher, tu tires ta jambe, tu as l'impression de marcher dans de la glu, faut que tu te déplaces et t'es pris dans de la glu. C'est très particulier cette dimension. C'est la nature de ce monde, hein. On peut pas trop, on n'y peut pas grand chose, non, parce que on peut pas changer sa nature. Notre nature, elle est là, c'est fatal, quoi. On a hérité d'un corps, on s'est incarné dans un corps, qui a il y a un héritage biologique, il y a un ADN particulier, il y a une configuration particulière qui fait que, on sera toute notre vie coincé dans ce corps et avec ses caractéristiques, comme une voiture. Vous avez des voitures de sport, vous avez des voitures, des 2 chevaux, des 4L, des fourgonnettes, voilà, c'est ça. On a choisi notre corps et en fonction de ce corps, on va se déplacer dans ce monde comme on peut. Et vous avez des natures qui sont aptes à bouleverser les choses, à bouger, et puis vous en avez d'autres où c'est pas possible, ils peuvent pas. Donc ils suivent tant qu'ils peuvent. Mais aujourd'hui, plus qu'avant, il y a quelque chose qui s'est épaissi dans la matière. Et cette chose qui s'est épaissie, c'est peut-être chimique, c'est peut-être fait volontairement, mais on voit bien qu'il y a une paresse. Et comme on le voit, on le voit à beaucoup de détails qui ne m'échappent pas. Et ces détails, ils sont multiples et variés. Et donc, mais c'est pas de la faute des gens, je dirais. Là, pour le coup, je me dis, parce que là, je me jugeais qu'aujourd'hui, je me disais, mais qu'est-ce que tu as? T'es lourd, c'est dur, t'es fatigué, j'ai dormi une partie de l'après-midi sans raison. J'ai dormi, pourtant cette nuit, j'ai bien dormi. J'ai dit, mais pourquoi il y a autant de fatigue? Vous me direz, c'est une question de santé, peut-être aussi. Mais il n'y a pas que ça, je pense. Je pense qu'il y a une forme de contexte qui favorise ça. Et puis, il y a le contexte, il y a l'énergie, il y a la vibration, il y a plein de facteurs qu'on ne maîtrise pas. Mais il y a un contexte vibratoire qui nous cloue un peu au sol, qui est très, très, très pénible. Et donc, on le ressent, mais je pense qu'il y a une volonté derrière ça. Je crois même, si j'allais plus loin, je dirais même, je me demande s'il n'y a pas une technologie mise au point pour nous fatiguer, nous mettre du plomb dans les ailes, voilà l'expression. Je me demande si on n'a pas des humains ou des extraterrestres, j'en sais rien, n'ont pas mis au point une forme de technologie qui nous plombe les ailes et donc qui nous empêche de bouger. Mais attention, parce que c'est comme ça ici en Europe, en tous les cas en France. On ressent ça en France. Mais ça ne l'est peut-être pas sur tous les continents. J'imagine que ça ne l'est pas partout, ça. J'imagine que moi, à chaque fois que j'allais aux États-Unis, je me sentais plus léger. Je sentais pas cette lourdeur. Et pourtant, des fois, il faisait chaud, mais j'avais de l'énergie. Je sais pas, la terre me semblait plus légère. J'avais moins de pesanteur. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je revenais en France, je ressentais à nouveau ce poids. Alors, est-ce que c'est localisé, cette technologie, est-ce qu'elle localise? Vous savez, c'est des spéculations qu'on peut faire à l'infini. Tant qu'on n'a pas de preuves, tant qu'on n'a pas de faits. C'est ça le problème, c'est quand on n'a pas d'indicateur objectif, on est dans une forme de spéculation, comme je fais en ce moment. Puis on palabre, on spécule, on pense on monte des hypothèses qui sont plus ou moins farfelues, peut-être. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'en sais rien. Mais
je vois bien quand même qu'il y a des différences en fonction des lieux où on se trouve, et surtout en fonction de la terre, du continent, du pays aussi. Puis il y a l'énergie aussi des autres, il y a l'énergie collective aussi, peut-être aussi qui joue. Il y a plusieurs facteurs, certainement. Il faudrait voir si le collectif également ne pèse pas sur nous tous une forme de difficulté à avancer. Là, j'ai une amie vous voyez, je prends un exemple. J'ai une amie, je lui demande des nouvelles de son fils. Elle me dit, on m'en parle pas, l'urologue devait le recevoir pour fixer une date d'opération. Finalement, il renonce. Alors, tu as le patient qui s'est coltiné je ne sais combien d'examens, qui attend le rendez-vous en espérant qu'avec tous ces examens et le rendez-vous, il va voir l'urologue, il pourra avoir une date pour le soulager physiquement grâce à une opération spéciale. Je rentre pas dans les détails, mais d'un seul coup, lui dire oh bah non, finalement, je vous ai déjà opéré, je veux pas, c'est pas possible et je peux rien pour vous. Le gars, il a attendu 3-4 mois comme ça, puis on lui dit ça. Mais ça doit devenir fou ce pays. Il faut quand même, alors là, il est obligé à nouveau de reprendre rendez-vous, d'attendre un médecin. Enfin, ça va reprendre je ne sais combien de temps pour sortir. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui va devenir? Quel va être son état de santé? Il y a de quoi te faire du souci. Tout est comme ça, tout. Vous vous souvenez, mon imprimante, c'était pareil. Je dis, allez, François, allez, mon imprimante, me suis énervé, je devais sortir un courrier. Ça faisait plusieurs fois j'ai quasiment pris, je l'ai cassé tellement j'étais énervé. J'ai dit, bon, allez, j'y vais, je change d'imprimante. Je commande pas sur Amazon, rien. Je vais la chercher, je la ramène chez moi. Eh bien, là aussi, tu vas dans le rayon, tu vas chez Darty. Et le gars, il te fait la vente, il te fait la vente, il te fait l'article d'une imprimante qui me dit, ah, c'est ça qu'il vous faut, c'est ci, cela. J'ai dit, ok, c'est bien, je la prends. Ah, il regarde son téléphone. Ah, ben, on l'a pas en stock, il faudra revenir. Non, mais je dis, attends, je me déplace de mon village pour aller, je fais 30 km pour aller chercher ton imprimante, et tu me dis qu'elle est dans les rayons, et tu me dis que tu l'as pas en stock, et tu te plains que Amazon te fasse de la concurrence. Mais Amazon, tu l'as le lendemain. Donc c'est là que c'est fou. Et tout est comme ça, tout. J'avais besoin d'un autre article que je suis allé voir, et pareil, et je pouvais l'avoir sur Amazon très rapidement. Mais je me suis dit, non, je veux que ça soit garanti, donc je vais quand même aller le chercher, ce magasin. J'ai attendu 15 jours pour avoir quelque chose que je pouvais avoir le lendemain livré chez moi. Donc, tu t'aperçois que l'économie, ça peut pas marcher. Et tout est comme ça. C'est-à-dire que chaque démarche que tu fais, c'est un problème. Tu prends ta voiture, tu tapes des transports, tu tapes des bouchons, pour aller chercher un article particulier et ça fonctionne jamais. C'est la France. Aux États-Unis, j'ai pas rencontré ça. Ça marche. Ça marche. Ils ont tout en stock. Ça fonctionne. L'économie marche quand même. Ça roule, quoi. Mais là, c'est à chaque fois fastidieux, compliqué. Mais tu dis, mais c'est quoi cette histoire? On est allé au restaurant avec 2 femmes qui sont venues me voir, 2 jumelles. D'ailleurs, une vient du Canada, elle m'a offert cette casquette. On va dans un restaurant, pareil. Alors, le restaurant, il est bien coté. J'avais dit de retenir comme elle voulait, parce que je voulais qu'elle fasse le choix. Puisque j'étais invité, c'était pas à moi de choisir un restaurant. Puis moi, je suis incapable de choisir un restaurant dans mon coin. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus que des boui-boui. Il n'y a plus un restaurant qui tient la route. Et là, celui-là semblait bien coté. Mais on est allé et la viande était dur comme de la pierre. Le gars, le plat de viande, c'est 20 €, rien que le plat de viande. Donc pour 20 €, tu as envie d'avoir un morceau de barbac qui tient la route? Bah non, c'était dur, on a été obligé de demander à ce que ça m'est jamais arrivé. On a dit bah oui. Puis il y avait un serveur qui était là, il était incapable, il était nul à chier. Il nous amène des glaces, on demande 2 boules de glace, 2 sorbets. C'était pas simple, je crois que c'était framboise citron, un truc simple comme la lune, incapable de nous ramener les deux glaces correctes. Il y avait encore un mélange qui n'était pas celui qu'on avait choisi. Mais j'ai dit, c'est quoi ce monde dans lequel on est? Mais c'est tout comme ça. Alors c'est une bataille continuelle, c'est une bataille pour tout.
est compliqué, rien ne fonctionne. T'as des vendeurs, aujourd'hui, t'appelles un artisan, je te le dis, il te rappelle pas, il faut que tu l'appelles au moins 10 fois pour qu'il daigne te rappeler, pour obtenir un rendez-vous et simplement lui faire exécuter un travail que tu vas lui payer. C'est comme le garagiste, c'est pareil, je suis allé chez le garagiste, ça a fallu 2 mois pour une révision, 2 mois. Il est bien ce garagiste, mais parce qu'il n'y avait pas de voiture à me prêter, je pouvais pas me faire conduire, un truc comme ça. Et un jour, il a annulé le rendez-vous, j'ai pas la voiture. Il suffisait qu'il vienne, qu'il me ramène, c'est pas très loin. Mais non, c'est compliqué. Et là aussi, c'était encore compliqué. Et j'ai besoin d'une réparation un peu qui concerne l'électronique. Ça déconne toujours, au bout de 15 ans, une bagnole, ça déconne. Bah là aussi, il faudra démonter le pare-choc, c'est le radar qui marche pas. Ah là, j'ai dit, bon, laisse tomber, j'aurai pas de radar, c'est pas grave. Tout est comme ça. Tu n'arrives plus à obtenir un service efficace, facile, rapide. Et c'est vrai que là, avec Amazon, tu as tout le contraire. Mais ça vient des US. Et ça marche, Amazon, ça marche super bien. Donc pourquoi tu as des boîtes américaines qui marchent super bien et pourquoi nous en France on est incapable de faire un truc qui fonctionne? Et c'est ça qui donne ce sentiment de lourdeur, de complication. Et c'est marrant parce que tout est comme ça, tout est comme ça. Et je sais que tout fonctionne comme ça, c'est comme ça. Et c'est vrai que bah, du coup tu fais plus rien, tu laisses tomber. T'as une réparation, tu la fais pas, parce que c'est pas possible, tu trouves plus d'artisans, tu trouves plus personne, bah tu laisses tomber. Et comme ça, tout tombe en ruine, et tout ce pays tombera en ruine comme ça. Moi, j'essayais d'obtenir qu'on me taille mes haies en hauteur, j'arrive pas. On me les taille sur les côtés, mais en hauteur, c'est impossible de trouver la solution. Donc ça pousse, ça pousse. J'aimerais que quelqu'un me trouve une solution pour tailler mes haies juste en longueur, mais t'as pas, parce que la personne que j'ai fait venir, elle fait ce qu'elle peut, mais elle n'a pas équipé pour monter. Mais j'aimerais trouver une solution plus tard, mais t'arrives pas. Et là, c'est pareil, t'arrives pas. Je demande, j'essaye de trouver pour qu'on me les taille en hauteur, mais parce que sont hautes, c'est des tuyaux, vous savez, c'est de la merde. Et t'arrives pas à trouver. Tu te dis, mais c'est pas possible. Alors, ça pousse, mais t'as pas envie que ça monte comme ça va te cacher la vue, tout ça. Ben, vous voyez, c'est encore un autre truc. Tu dis, bah, tu laisses tomber parce que c'est infernal. Tu n'arrives pas à obtenir quelque chose. Ou alors tu dépenses 3000 € pour qu'on vienne te tailler ton truc en hauteur. Il faut faire venir une nacelle, il faut demander l'autorisation à la mairie. Enfin, c'est un truc pour tailler des haies en hauteur. C'est infernal, c'est infernal. Tout est infernal dans ce pays. Tout est compliqué, tout est dur. Et c'est pour ça que la dimension dans laquelle on est, et puis la compréhension des gens aussi, la difficulté de se faire comprendre. Je vois à travers mes vidéos, évidemment, en ce moment, je parle des Juifs, de la diaspora juive, mais je fais pas l'amalgame entre tous les Juifs. C'est comme quand je parle des catholiques, je parle d'une catégorie de catholiques. Des fois, c'est pareil. Je connais l'Église, je connais tout ça, je connais le milieu catho. Il y a des cathos qui sont souples, qui sont intelligents, qui sont profonds, et t'en as qui sont vraiment des bigots, qui comprennent rien, qui sont archi dogmatiques. Je fais la différence, je fais la distinction. Et puis tu as des intégristes qui sont bornés, et puis tu as des progressistes qui sont bornés, et puis tu as des gens intelligents aussi. Donc, c'est un mélange. Et la preuve, c'est que je suis en relation avec un prêtre, que je comprends, on se comprend. Vous voyez, c'est comme les Juifs, c'est pareil. Il y a des Juifs, il y en a avec lesquels je m'entends évidemment super bien, qui comprennent ce que je veux dire, qui comprennent que je n'attaque pas tous les Juifs, que je suis pas là à faire l'amalgame total. C'est comme les musulmans, dans là qui sont absolument, évidemment, conscients du problème, qui le dénoncent même parfois sur le net. Donc, tu as des musulmans issus d'issus du monde musulman, de l'Orient, et qui ont une perception aussi qui est différente. Mais c'est vrai que quand tu t'attaques et quand tu vises une diaspora, quelle qu'elle soit, ou une religion, tu ne fais pas totalement l'amalgame entre tous ceux qui adhèrent à ce principe, parce que il y a toujours des
des degrés de conscience à l'intérieur même des religions, et il y a des degrés d'intelligence. Tu as des juifs qui sont extrêmement conscients de leurs propres problématiques historiques, qui sont inscrits eux-mêmes dans un parcours où ils ont l'intelligence de comprendre dans quelle situation ils sont actuellement, parce qu'ils savent qu'il y a une diaspora qui fait partie, diaspora qu'on identifie comme juifs, parce qu'ils sont identifiés comme tels, qui a contribué, parce qu'il y a des traces, parce qu'il y a des tas de vidéos, parce qu'il y a des tas de témoignages, parce qu'on a tous vécu on a tous été témoins de personnes de cette diaspora qui ont œuvré contre l'Église, d'une part, et c'est documenté, contre la France. C'est pas de faire de l'amalgame, de dénoncer une partie de cette population juive qui œuvre contre la France et qui n'est pas forcément en accord entre eux, parce que tu as des juifs, ils discutent entre eux, ils sont effectivement en désaccord entre certaines attitudes à adopter dans ce monde-là, dans cette réalité-là. Mais vous avez des courants à l'intérieur même de certaines confessions, vous avez des courants qui sont parfois rattachés à des instances occultes et que le petit de base ne voit pas. Le catho de base, il a été manipulé, le juif de base, il est manipulé, le musulman de base, il est aussi instrumentalisé. Il y a une instrumentalisation générale aussi. Si tu dis aux musulmans, mais on a essayé de vous instrumentaliser pour qu'aujourd'hui vous êtes pour trouver un bouc émissaire, que d'autres ont, parce que d'autres établissent des scénarios au niveau de la société pour justement atteindre leurs objectifs. Ils cherchent des proxys pour justement faire avancer leurs projets. Mais ça, c'est pas comme si c'est quelque chose qu'on a inventé. C'est sur le net. Vous trouvez des rabbins qui disent que l'islam sera le balai de l'Occident, sera le balai des cathos. Il faut détruire le christianisme. Et on se sert de l'islam pour ça. Il y a des rabbins qui le disent, et vous avez les vidéos. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous pouvez pas dire « Ah oui, mais alors François, t'es antisémite, tu t'attaques aux juifs, vous me décevez. » Ben non, mais c'est quand c'est publié sur les vidéos, quand c'est assumé, quand t'as des Attali, BHL et toute la coterie, Jacques Lang et tous ces gens, quand vous les entendez, vous dites qu'est-ce que vous faites? Vous bouchez les oreilles pour pas créer d'amalgame? Ben non, t'as des oreilles pour entendre, t'as des yeux pour voir, donc tu juges par rapport à ce que tu vois et entends. Et aujourd'hui, tout est sur la place, tout est divulgué, et c'est comme ça qu'on arrive à être comment dire, à suspecter toute parole, parce que de quelle que soit la représentation, mais c'est pareil pour l'Église. Moi, j'ai vécu l'Église, et c'est pour ça que j'en parle en connaissance de cause. Il y a des courants terribles dans l'Église, des courants très opposés. Il y a des factions, il y a des sociétés occultes qui ont investi l'Église pour faire avancer aussi un plan. Et pourquoi il n'y aurait pas ces sociétés occultes qui auraient investi aussi les Juifs? Pourquoi il n'y aurait pas des sociétés occultes qui auraient investi également l'islam? Tout ça, ça existe dans toute religion. C'est pour ça qu'on ne peut pas être blanc ou noir par rapport, on ne peut pas dire c'est bien, c'est mal par rapport à une quantité de personnes qui sont rattachées à une croyance, à une religion, à une culture. Mais il y a, dans chaque culture, dans chaque croyance, dans chaque religion, il y a un tri et du discernement à faire. Mais il faut pas lancer d'anathème comme certains font pour vous censurer, pour pas que vous vous exprimiez. Il y a une volonté de nous faire taire pour dénoncer des choses qui sont évidentes, qui sont claires. Alors évidemment, ça a des conséquences. Bah oui, tout a des conséquences. À partir du moment où tu appartiens à un groupe qui t'entraîne dans le mauvais chemin, tu en supportes les conséquences après, c'est logique. Donc c'est à nous de nous distinguer, c'est à nous de nous manifester, et c'est à nous de revendiquer notre différence. Moi, je suis catholique, j'ai voulu être prêtre, bah aujourd'hui, je dis non, cette église, non. Cette liturgie, non, je n'adhère pas. C'est pour moi, c'est fini. Vatican II, pour moi, ça a sonné la fin. Et je le dis. Et c'est pour ça que toute cette église wokiste, toute cette église progressiste, c'est absolument pas mon église. Je cautionne rien de cette église-là.
Et il faut que les juifs fassent pareil, que les musulmans fassent pareil. Moi, j'ai pris mes responsabilités, j'ai pris mes distances. Ah, évidemment, c'est moins confortable, parce que c'est confortable, le petit cocon de la communauté. Ah, c'est bien de s'aider entre nous, quand on appartient à une communauté. Ah oui, enfin, si tu veux bénéficier de la communauté par rapport à tes besoins personnels, matériels, si tu fais ce choix-là, après, tu assumes les conséquences. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Moi, je vois dans le milieu juif que j'ai très bien connu, le milieu des affaires et tout ça, il y a un système communautaire d'entraide, de solidarité, où même, parfois, tu as des gens très, très douteux qui bénéficient de cette solidarité communautaire. Ça, je l'ai vu, moi, chez les juifs, à Paris, en tous les cas, où j'ai beaucoup travaillé avec. Donc, je me disais, des fois, eux, en tous les cas, cette solidarité, il y a des fois où ils faisaient un choix, t'avais des juifs qui avaient des responsabilités et qui arbitraient en fonction de la religion de la personne. Et si tu n'appartenais pas à sa religion, si tu n'étais pas juif, tu n'étais pas sélectionné ou tu n'étais pas promu. Alors que des fois, ils faisaient par souci de solidarité communautaire, ils faisaient la promotion ou ils avantageaient les leurs. Et ça, on trouve ça dans d'autres communautés, on trouve ça aussi chez les musulmans. Après, si tu considères que tu dois faire partie d'un groupe bien au chaud, tu dois te dire dans le groupe bien au chaud et profiter de ces alliances qui sont en général des compromis pas très, comment dire, pas très légal parfois, mais des fois pas très éthique, tu en subiras les conséquences, parce que l'amalgame, du coup, se fera. Oui, si tu te mets avec un voleur, si tu t'allies à un pédophile, si tu sais qu'il est pédophile, mais malgré tout, tu fermes les yeux parce qu'il appartient à ta communauté, et que tu dis, ah, attention, antisémite, si tu sors l'anathème ou t'es raciste, parce que tu défends un des que tu crois qu'il appartient à ta communauté, mais que tu sais au fond que c'est une saloperie, un pédophile, une saloperie, un violeur ou je ne sais quoi, mais que tu le soutiens, tu es co-responsable et tu es solidaire et tu supporteras évidemment, parce que tu collabores avec la personne, donc du coup, tu es lié à son destin d'une certaine manière, puisque tu t'associes à lui. C'est ce qui se passe dans les régimes communautaires, dans les sociétés communautaires, où il y a une solidarité qui s'établit en fonction justement de l'ethnie ou de la religion. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de discernement. Tu t'allies et tu fais des alliances avec des gens qui sont parfois des salopards, quoi. Et en t'alliant à lui, c'est-à-dire qu'il y a une, effectivement, tu te retrouves, tu es allié au mal. Après, t'en supportes les conséquences, c'est logique. C'est logique. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pour ça que il faut être un peu cohérent il faut être cohérent par rapport à notre comportement, par rapport à nos positions et par rapport à nos jugements. Tu peux pas juger l'autre de faire des amalgames si toi-même tu entretiens ces amalgames. C'est logique. Si tu fais preuve de solidarité, si tu fais preuve de complicité avec des salopards parce que tu appartiens à la même religion, à la même race, à la même ethnie, j'en sais rien. Si tu appartiens au même groupe ethnique ou même à la même famille et que tu te fais complice, la faute de l'autre rejaillira sur toi. Et tu feras l'amalgame à juste titre, parce que tu seras complice. Pour pas être complice, il faut se distinguer. Mais pour se distinguer, il faut manifester sa différence. Et ça demande du courage. Ça demande du courage parce que c'est un chemin solitaire. C'est un chemin où on quitte le groupe, on quitte la société, on quitte le communautaire. Et on dit, moi, je suis différent. Ouais, je suis juif, mais je suis pas comme la communauté juive telle qu'elle se développe et telle qu'elle s'auto-produit ou qu'elle s'auto-défend. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où tu dis non, je suis pas d'accord. Parce que chez nous, il y a des salopards, il y a des pédophiles, il y a des voleurs,
il y a des mécréants, il y a des gens qui sont, enfin des mécréants, il y a des gens qui sont, comment dire, qui sont malhonnêtes. Donc tu t'associes pas avec eux. Hein, et donc tu te distingues et donc ton chemin est solitaire parce que tu sors du groupe. Parce que c'est le problème de toute communauté, de tout groupe. Il y a toujours des mauvais, des brebis galeuses dedans. Et ces brebis galeuses comptent sur cette fameuse solidarité pour justement censurer tous ceux qui s'écartent et qui ne leur rendent pas service. C'est pour ça, c'est comme ça que vous montez une mafia. Et donc il y a des mafias musulmanes, il y a des mafias juives, il y a peut-être des mafias chrétiennes aussi, qui se sont ainsi constituées. Dans l'Église, il y a eu parce que je peux en parler, il y a eu cet aveuglement face à tous ces prêtres pédophiles. Et pourquoi? Parce qu'ils ont été protégés, parce que la communauté ecclésiale a protégé ces prêtres de ces scandales, au lieu de les dénoncer et au lieu de s'en détacher. Apparemment, comme il y a eu cette solidarité malsaine dans l'Église, ça rejaillit sur tous ceux qui se sont associés à cette même Église sans condamner justement les prêtres qui étaient pédophiles. À partir du moment où tu t'associes à cette mafia qui protège les pédophiles, tu es complice aussi, parce que tu protèges. C'est comme ça que tu as des évêques qui sont complices, voire des papes qui sont complices. Pourquoi? Parce qu'ils savaient. Ils savaient, et en couvrant des salopards, ils se sont associés. Ils sont devenus complices. Si tu veux pas être complice, tu te distingues. Tu dis non, pas de ça. Ça, tu rejettes. Tu rejettes le mauvais élément. Après, le mauvais élément, s'il fait un monde honorable, etc., s'il se rachète de ses fautes, on peut accorder le pardon. Mais tu peux pas couvrir au nom d'une solidarité parce que tu appartiens à une même société, à un même groupe. Il y a eu ça aussi dans l'Église. Donc moi, j'ai dit non. Quand j'ai vu ça, je me suis dit non, je ne collabore pas à cette saloperie-là. Parce que j'ai vu beaucoup de séminaristes qui n'étaient pas équilibrés sur le plan sexuel. Je l'ai vu. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient déséquilibrés sur le plan, sexuel, sur le plan affectif. Il y avait des éléments, c'était gros comme une maison, ça n'allait pas. Et ils ont été ordonnés, ces gens-là, sans aucun discernement. Parce que les prêtres étaient pareils aussi. Ceux qui ordonnaient faisaient partie du même topo. Donc, t'en as énormément qui ont fauté dans l'Église comme ça. Mais c'est de la faute de l'Église, c'est pas la faute de la société, c'est la faute de cette solidarité incestueuse qui protège. C'est la famille, comme la famille. Si ta famille, t'as des gens pourris, tu t'éloignes. Moi, je me suis éloigné de ma famille. Pareil, j'ai des gens qui étaient pas bien, qui étaient pas bons, qui avaient des mauvaises, qui étaient néfastes, nocifs. Je m'en suis séparé, j'ai coupé de net. Alors ça, le prix à payer, en général, de ce comportement, c'est la solitude. Bah oui. C'est-à-dire, tu n'appartiens pas à de groupe, tu n'appartiens pas à une association, tu n'appartiens pas à une communauté, parce que, non pas que tu cherches à être dans un groupe totalement intègre et pur, c'est pas ça. Ça serait aussi une forme de déformation, une forme d'exaltation fanatique d'un concept de pureté qui n'existe pas. Mais à partir du moment où tu constitues un groupe qui est basé sur une solidarité ethnique, religieuse ou idéologique, fatalement, tu te rends complice. Parce que c'est pas sur ce facteur-là. On peut constituer un groupe, on peut constituer une société, mais il faut qu'elle soit constituée sur des valeurs qui soient, justement, qui ne soient pas religieuses, qui ne soient pas communautaires, qui ne soient pas ethniques et qui ne soient pas non plus philosophique ou idéologique. C'est autre chose qui doit nous unir, avec sincérité. Et chacun a ses propres limites, chacun a ses propres défauts, et même les assume. Mais n'entraîne pas les autres et ne demande pas aux autres d'assumer tes propres travers ou tes propres transgressions. Vous voyez, il y a ça aussi qu'il faut comprendre. Mais pour ça, il faut qu'on soit plus évolué. Et on n'est pas évolué. On est un peuple, pour l'instant, l'humanité est dans un état, et je le redis, je le redirai tout le temps,
nous sommes des êtres extrêmement primitifs, extrêmement pauvres, en tous les cas pour l'instant. Et notre vie, elle est très brève aussi. Donc, on peut pas, à l'échelle de la vie, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas changer grand-chose. La seule chose qu'on peut faire, c'est éventuellement nous tracer notre chemin en faisant ce travail d'approfondissement de la condition, en essayant de voir comment cette matière peut être transformée, peut-être qu'on peut envisager ça. En tous les cas, collaborer avec cette matière pour essayer d'en sortir quelque chose de plus élevé. Mais ça passe par des conditions qui sont pour l'instant pharaoniques, tellement c'est compliqué d'aboutir à ça. Vous imaginez bien que aboutir à une société un peu plus évoluée que celle que nous avons, c'est-à-dire simplement une société déjà qui renonce à la guerre, qui a dépassé le stade de la guerre, qui a dépassé le stade de la violence physique, eh bien déjà, si on obtenait ça, ce serait déjà une marque d'évolution énorme. On n'en est pas là, on en est loin. C'est la guerre, c'est les massacres, c'est les viols. Vous demandez aujourd'hui à des jeunes d'aller massacrer, quels que soient les camps. C'est horrible. Tous les humains, tous les êtres humains qui contribueront à ce massacre, dès lors, déjà, eh bien, ils vont le porter à vie, pour toute leur vie. C'est-à-dire, c'est obliger un humain à tuer un autre humain, c'est ce qu'il y a de pire. Et c'est ce que font les armées. Alors ça, tous les chefs d'armée sont responsables de ça. Et je crois que aujourd'hui, on est dans une série ou dans une période où les sociétés veulent s'armer. C'est ridicule, c'est dépenser des milliards pour l'armement, mais c'est d'une stupidité. Et tant d'énergie, c'est d'une stupidité sans fin. Alors qu'il y aurait tellement à faire pour essayer de faire évoluer cette planète, de la faire un peu évoluer. Même l'humain, essayer de le faire un peu évoluer. Mais vous avez aujourd'hui, évidemment, énormément de forces adverses. Et donc, pour en revenir au début, l'adversité, elle est liée à l'inertie que je ressens. Elle est dans cette inertie. L'adversité, elle use de l'inertie pour bloquer les gens. Et elle se nourrit du malheur, elle se nourrit de la souffrance. Ça, c'est clair, qu'il y a une nourriture qui est produite par l'humain pour nourrir je ne sais quelles entités qui la contraignent à cette forme de paralysie. Donc il faut qu'on sorte de cette paralysie. Il faut qu'on bouge, il faut qu'on se force à s'extraire de cette glu qui est très très dure. C'est dur de bouger dans cette glu. Et donc notre adversité, notre adversaire, il est là. Il nous empêche de bouger. Parce qu'il sait que nous avons, nous, des ressources qui sont contre lui. Nous, par exemple, le fait d'avoir simplement l'intention de vouloir s'élever, de vouloir progresser, de vouloir simplement se sortir de cette étreinte dans laquelle on est, eh bien, on représente un danger. Le discernement, l'éveil, la prise de conscience, tout ça, il n'aime pas. L'adversaire n'aime pas. Elle veut. C'est pour ça qu'il y a des programmes d'abêtissement. J'entendais dire que l'Europe et le capitalisme a mis en place des programmes pour abêtir l'humain, pour le rendre plus idiot, en favorisant juste une petite élite minoritaire. Alors là aussi, on pourrait éventuellement associer cette élite à une certaine élite humaine. Et on pourrait imaginer des programmes pour favoriser telle ou telle ethnie ou telle communauté qui serait en fait une élite mondiale et qui est en creusant, si vous voulez, les différences entre les conditions et l'éveil des humains entre eux. C'est-à-dire vous créez une élite et les autres vous les abêtissez pour pas qu'ils s'éveillent, pour pas qu'ils s'élèvent, pour pas qu'ils prennent votre place non plus, pour pas qu'ils soient en danger. C'est pour ça qu'il y a un abêtissement
de la population actuelle. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui deviennent idiots. Parce que c'est voulu, c'est évidemment voulu par l'adversaire. Adversaire qui, lui, se garde bien de corrompre ses propres rejetons. Au contraire, il va en faire une élite, il va les pousser à faire des études, à s'élever, pour que justement, ils puissent dominer la masse gloutonne, la masse des moutons, qui, elle, se fera diriger bêtement et se fera conduire gentiment à l'abattoir, comme la plupart des gens ont fait avec le vaccin. Ils se sont tous ils se sont allés à l'abattoir. En plus, ils sont pas allés contraints. On les a tellement bien manipulés qu'ils s'y sont précipités. Vous voyez un peu l'ingénierie sociale qui a été mise en place pour ça. C'est extraordinaire, les outils. Ben, c'est à nous de bien repérer ces choses-là, d'en parler, de prendre conscience. C'est pas facile. Mais rien dans cette vie n'est facile. Rien dans cette existence n'est facile. Il y a toujours des obstacles. C'est un parcours du combattant, la vie sur Terre. C'est pas une promenade de santé, c'est pas du tourisme. C'est pour ça que, personnellement, je déteste le mot touriste. Et je déteste faire du tourisme. Je n'aime pas ce terme et je n'aime pas cette disposition qu'on a. Je vais aller faire du tourisme. Je trouve ça idiot. D'ailleurs, les gens qui font du tourisme en général n'ont rien à dire, n'ont rien à ramener, si ce n'est des anecdotes totalement stupides. Par contre, il faut, dans cette vie, expérimenter, faire des expériences. Alors oui, voyager, c'est différent. Vous pouvez voyager, expérimenter. Mais c'est pas faire du tourisme. C'est je voyage pour expérimenter, faire des rencontres, goûter des nouveaux plats, éventuellement expérimenter de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs, de nouvelles couleurs, voyager dans des dimensions différentes, oui, pour expérimenter et ressentir ce qui se passe en nous. Ça, c'est pas du tourisme, c'est être actif dans l'expérimentation. Et on est là pour, bien entendu, expérimenter. Et si on expérimente, c'est pourquoi? C'est pour évoluer, c'est pour changer, c'est pour essayer de travailler cette matière et la faire monter. Mais c'est un travail titanesque, titanesque. Ça peut demander des milliards d'années encore. Vous savez, la nature, le monde, l'univers est très très patient, très très patient. Et nous sommes impatients. Et c'est pour ça qu'on croit toujours que les choses vont changer à l'échelle d'une vie humaine. Les gens disent ça va changer. Ça va pas changer. Ça va changer. Ça va être minuscule. Ça va être 1 centimètre, 1 millimètre, 1 dixième de millimètre qu'on va peut-être gagner en une vie. C'est tout. C'est rien. Il ne faut pas non plus se mettre des objectifs qui sont infranchissables. C'est pas possible. Ça ne se fait pas comme ça. Ça prendra énormément de temps. D'autant plus qu'on est dans un temps. On est dans un espace-temps donné et qu'en réalité, le temps n'existant pas, c'est encore pareil. On est dans une forme d'illusion du temps. Et ça nous pousse à considérer, si vous voulez, cette expérimentation qu'on fait dans un contexte matriciel où on est, d'une certaine manière, on est dans la réalité, mais on est aussi dans une forme de réalité illusoire. Mais c'est pas totalement une illusion au sens où ça n'existe pas, ça existe. Mais le temps est certainement une dimension aussi. Mais peut-être qu'on a besoin peut-être qu'on a simplement besoin de trouver quelque chose à l'intérieur même de cette dimension. En tous les cas, notre nature, c'est une nature, et vous le verrez à travers les rencontres que vous ferez, et c'est ça qui nous réunit, et c'est ça qui nous rassemble, c'est qu'on est des chercheurs de vérité. On est des aventuriers de la vie intérieure. On est des gens qui cherchons des réponses. Et c'est ce qui nous rassemble à partir du moment où tu es un être humain. Peu importe que tu sois, à quelle ethnie tu appartiens, peu importe la religion dans laquelle tu es né, peu importe à quelle communauté tu appartiens, ça c'est bon pour les attarder.
Tu t'extrais de tout ça, toi, quand tu es un homme accompli. Tu t'extrais de ta propre culture, tu t'extrais, non pas que tu la renies, mais tu arrives à t'en extraire, tout en acceptant certaines caractéristiques à laquelle tu appartiens. Il n'y a pas besoin de renier, il n'y a pas besoin de trahir, il y a simplement besoin de s'extraire pour rejoindre d'autres qui appartiennent à d'autres cultures. Et ça peut se faire. C'est pas de la tolérance, c'est une forme de dépassement, c'est différent. Mais dans ce dépassement, on retrouve les mêmes catégories d'humains. C'est-à-dire, toi t'es né là, bon, bah, toi, t'es bouddhiste, toi, t'es musulman, toi, t'es juif, toi, t'es chrétien, toi, t'es hindou, toi, t'es ceci, t'es cela. Bon, bah, on est incarné comme ça, dans une société, une culture donnée, avec ses habitudes vestimentaires, alimentaires, ce qu'on appelle la culture, ses arts, etc. Bon, bah, ça, c'est bien, mais on n'est pas obligé d'être cloîtré dedans. On peut s'en extraire pour justement rencontrer d'autres qui ont les mêmes préoccupations que vous, qui ont la même recherche, qui ont la même quête. Et tu t'apercevras qu'il y a des points communs. Des points communs à partir du moment où on arrive à s'extraire et à rejoindre les autres dans leur propre culture. C'est-à-dire, on se dit, mais finalement, toi tu recherches, moi je recherche. En fait, on recherche tous le sens de notre existence, le sens de cette vie, le sens du travail qu'on est appelé à faire sur cette terre. Ce sens, il est très important, parce que c'est ce qui... On sent bien que c'est important. À partir du moment où tu approches de la mort, à partir du moment où tu es atteint d'un cancer, que tu sais que tu vas mourir, à partir du moment où tu arrives à un âge très avancé et que tu sais que l'échéance arrive, tu te poses la question du sens de la vie. Tu ne peux pas faire autrement. Quand tu as 20 ans, à la rigueur, tu peux ne pas te la poser. Ce qui n'est pas mon cas, moi je me la suis posée dès l'enfance, comme certaines personnes. Mais t'en as, ils ne se sont jamais posés, se sont posés un jour en prenant conscience. Peu importe l'âge où on prend conscience. Mais tôt ou tard, tout être humain prend conscience du sens de la question fondamentale qui consiste à comprendre le sens de son histoire, le sens de son incarnation et le sens de cette incarnation à laquelle il appartient. C'est-à-dire pourquoi je suis né dans telle famille, pourquoi je suis né dans tel pays, pourquoi je suis né dans telle culture, dans telle religion, pourquoi aujourd'hui j'ai pris mes distances vis-à-vis de tout ça et pourquoi j'aspire à quelque chose de plus universel, quelque chose qui dépasse, quelque chose qui serait peut-être différent. En tous les cas, et puis tu prépares ta fin de vie, tu prépares ton passage dans l'au-delà, tu t'interroges, tu attends, tu écoutes des témoignages, tu es ouvert à tout ce qu'on te dit, tu essayes de vérifier si c'est vrai, si c'est juste. Mais en tous les cas, mentalement, tu te prépares, tu vois que ta fille, ça y est, elle s'éteint comme dans un sablier, il reste très peu de sable, et que ça va bientôt être la fin. Donc tu te prépares fatalement, tu sais que ça va arriver. Et donc tu fais le bilan de ta vie. Tu dis voilà, ma vie, ça a été ça. Ça a été enfant, adolescent, adulte, la famille ou pas. Bref, tu as un regard sur toute ta vie, sur les épreuves que tu as rencontrées, les joies, les plaisirs, les défaites, les échecs, les réussites. Tout ça, tu relativises tout. Tu dis oui, finalement les échecs m'ont appris, les réussites aussi, tout a constitué une forme d'apprentissage. Et du coup, tu te dis, ben, tu sais pas encore, et tu n'as pas encore compris pourquoi, à quoi ce bagage allait te servir pour ce passage auquel tu te prépares. Tu sais pas à quoi ça va servir, mais tu te poses la question, déjà. Et ça, c'est important. Tout le monde se pose cette question. Tout le monde. Tout le monde se pose la question de savoir quel est le sens de sa vie, quel est le sens de son existence, quel est le sens de son incarnation. Alors, quand je dis tout le monde, peut-être pas, mais ça veut dire que ceux qui ne se la posent pas sont pas tout à fait humains. En tous les cas, n'appartiennent pas à l'espèce humaine telle que moi je la conçois, parce que tu peux pas être humain et constitué
d'une âme et ne pas se poser cette question-là. Alors tu es peut-être un robot, tu es autre chose, quoi. Voilà. Eh bien, on va se quitter. C'est bientôt la fin. Vous voyez, on a bien marché. Je me suis redynamisé, j'ai repris de la force, comme quoi il fallait que je sorte encore. Parce que tout à l'heure, ça n'allait pas du tout. Je ne sais pas ce qui m'est tombé dessus, mais c'était lourd, lourd, lourd. C'était très, très pénible. Demain, c'est le dentiste. Donc, gare à la dent. Et puis, ce qui m'attend, parce que ça va mettre une dent sur pivot. Alors, j'ai jamais vécu ça. J'espère que ça va bien marcher. Bon. Et puis, on se retrouve plus tard. Hein. Bonne soirée à tous et à bientôt.